Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à Vinci, alors arnaque ou opportunité, on va revoir un peu les fondamentaux de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait ces dernières années, vers quoi elle se dirige, et ce qui compose un peu tout son métier, et également son évolution ces dernières années, c'est ça qui est intéressant. Et on verra également les chiffres de l'entreprise, et quelques graphiques sur la valeur. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par un peu refaire un point sur Vinci. Vinci, il y a trois métiers différents, on va dire, sur Vinci, qui a trois grandes filiales. C'est la concession, l'énergie et la construction. Les concessions, c'est quoi? C'est notamment les autoroutes, les aéroports et éventuellement aussi ce qui est trafic autoroutier ou trafic ferroviaire. On a également un peu les stades sur les concessions. Donc les autoroutes, on les connaît, hein. Il y a eu notamment dernièrement des incertitudes politiques qui ont fait énormément chuter le titre. On va y revenir après. Les aéroports et donc toute cette partie concession qui est géré par Vinci. On a également l'énergie, et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important, parce que ça devient justement quelque chose qui rapporte de plus en plus d'argent, et un secteur aussi qui va être porteur ces prochaines années, notamment sur l'énergie décarbonée, c'est-à-dire l'énergie bas carbone, avec les énergies renouvelables. Et là, Vinci s'est positionné dernièrement avec notamment pas mal d'acquisitions. On va y revenir aussi, notamment avec la capacité de trésorerie et la capacité à croître avec des acquisitions externes. Plutôt intéressant. Donc Vinci Énergie qui possède, on le voit encore, plusieurs filiales, et récemment Cobra IS qui a été racheté. Et là, c'est un peu quelque chose qui va dimensionner, je pense, ces prochaines années, la capacité de Vinci à être un acteur majeur dans l'énergie, dans la capacité à délivrer donc de l'énergie propre, et à changer finalement, et à s'adapter à ce qu'elle faisait avant, et à devenir aussi un acteur majeur sur ce secteur énergétique. Et enfin, on a la construction, bien sûr, avec différentes filiales aussi dans le bâtiment, beaucoup de projets en France, mais aussi à l'étranger. On va voir après que sur les graphes, le développement à l'étranger est aussi super important pour Vinci. Et puis un peu d'immobilier. Alors c'est pas énorme par rapport à la part de Vinci, mais c'est quelque chose qui existe aussi. On le voit ici sur ce graphique, donc c'est à la fin d'année 2023. On n'a pas encore les chiffres sur l'année 2024. Le chiffre d'affaires, un peu environ 68, alors je crois qu'on était à 69 millions finalement, mais bon, c'est à quelques millions d'euros près, c'est la même chose. 68 milliards de chiffre d'affaires. Et d'où viennent ces chiffres d'affaires de Vinci? On le voit pour un peu moins de la moitié, la construction. Vinci Construction, avec environ 31 milliards. On a juste, on le voit, environ 1 milliard de Vinci Immobilier. Donc sur les 1,68, ça fait même pas du 2%. Donc c'est relativement faible. Ça existe quand même, mais c'est quelque chose qui est pas très marqué. Les concessions, avec notamment les autoroutes, les aéroports, c'est environ 10 milliards sur les 68. Et l'énergie, quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est un peu là que moi que je veux axer mon regard sur Vinci, c'est sa capacité justement à développer cette filiale-là, un peu comme sur Total qui à la base était uniquement pétrole, et qui a su se développer pour aller chercher, alors toujours dans son cœur de métier, mais notamment le gaz et les énergies renouvelables. Vinci, c'est un peu pareil, avec à la base évidemment la construction, les concessions et l'énergie qui est en train de grossir. Vinci Énergie, 19 milliards, et Cobra, aujourd'hui, on en est à 6 milliards. C'est quelque chose qui est amené à grandir et à prendre, je pense, le lead sur le chiffre d'affaires et les résultats nets sur Vinci. La trésorerie, là aussi, quelque chose de super important,
C'est le trésor de guerre, c'est avec ça que Vinci va pouvoir acheter, faire des OPA sur des valeurs hein, un peu dans le même cœur de métier qu'elle, que ce soit sur les concessions, sur la construction ou sur l'énergie. On va revoir un peu ce qu'elle a fait dernièrement et surtout la hausse. Alors là, c'est pas zéro, hein, c'est 8, 6, c'est 4 milliards, la ligne ici. Mais on voit que ces dernières années, hein, la progression de la trésorerie n'était pas énorme et qu'on a commencé finalement après le Covid-19 hein, à augmenter fortement la trésorerie pour arriver à la fin d'année à plus de 16 milliards d'euros. C'est quand même plutôt intéressant, plutôt important. Et ça démontre la bonne santé financière de la valeur et surtout sa capacité à croître encore parce que future acquisition. Et les acquisitions, justement, les voici sur Vinci. Les principales, hein, on ne les a pas toutes mis ici. Hein, donc, on le voit, en bas, on a les années avec les principales acquisitions dans différents secteurs. Hein, WS, Parc Ibérica, etc. Imtech, ETech, APX et surtout Cobra IS. Pour moi, c'est ça un peu qui va changer la donne sur Vinci, son repositionnement sur l'énergie. C'était en 2021 et elle continue hein, avec toujours cette capacité à investir très forte grâce à la trésorerie et toujours à accroître et améliorer un peu ces secteurs d'activité et finalement après à faire des économies d'échelle en les intégrant à son groupe. Donc ça, c'est une force de Vinci, c'est sa capacité à manger un peu comme ça les petits et à grandir avec. Alors les finances, là on regarde, parce qu'on va faire un petit point après sur les chiffres de Vinci, l'endettement notamment. Là c'est les actifs par rapport à la dette. On a d'autres chiffres sur la dette longue, mais notamment les capitaux propres. On est quand même sur un endettement correct, mais qui est un peu élevé pour une très grosse valeur. On a souvent des grosses valeurs comme ça qui ont un endettement autour de 50%. Là, on est plutôt de l'ordre de 75%. On le voit avec un endettement autour des 90 milliards pour près de 120 milliards de capitaux. C'est pas catastrophique. Le Covid-19 a fait beaucoup de mal, mais on est plutôt bien revenu derrière. Et l'endettement est maîtrisé sur Vinci. On va regarder quelques chiffres maintenant, avant de faire un peu plus fondamental avec les données hein, sur l'entreprise. Quelques statistiques notamment sur, on le voit, les plus grandes entreprises de construction européennes de 2016 à 2023, donc en milliards de dollars. Et le premier, alors c'est européen, on compare pas avec les Américains, on sait que les Américains, il y a des capitalisations qui sont beaucoup plus grosses. Et c'est difficilement comparable hein, avec l'Europe. On a souvent l'air de petits à côté, mais en Europe, Vinci, c'est la première sur la construction, notamment. On le voit ici. C'est le graphe en bleu. Ensuite, on a Bouygues. Depuis 2020, hein, Bouygues et ACS, notamment, c'est une valeur espagnole. Ils étaient côte à côte et Bouygues est passé un peu devant. Et puis derrière, hein, Eiffage en rouge, quatrième sur la construction en Europe, et puis on a diverses autres valeurs notamment, mais on voit que Vinci surperforme notamment hein, par sa grosseur et sa capacité de chiffre d'affaires. Et en France maintenant, on va voir ce que ça donne en France, sur le marché national. La capitalisation boursière, bah c'est Vinci encore, hein, 63 milliards d'euros, c'est elle qui a la plus grosse capitalisation en France, devant Saint-Gobain. Et après, les autres, ils sont très loin. Hein. Bouygues, Eiffage, ils sont intéressants aussi, mais on les voit, ils sont beaucoup plus petits hein, que Vinci. C'est pas du tout la même dimension. SPI aussi, qui était intéressant, Vicat, et puis d'autres, Assystem, dont on a parlé dernièrement, qui pourrait aussi être intéressant avec le retour de l'uranium et des centrales nucléaires. Mais on voit quand même le lead hein, pris par Vinci à la fois en France et en Europe. Et le chiffre d'affaires, ça c'est intéressant parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est croissant. Alors évidemment, Covid-19, 2019-2020,
on a baissé, mais après on a repris notre marche en avant et on voit hein, la progression depuis 2009 ici, 30 milliards, ensuite 33, 36, 38, 40, etc. Et puis dernièrement, hein, 60, 68. C'est vraiment une courbe impressionnante où on voit que Vinci gagne de plus en plus d'argent. Alors elle le tire où son argent? Bah, évidemment principalement de France, mais finalement de moins en moins. Parce que là, on a le graphe en bleu sur la France et en bleu marine, on va dire, presque noir, sur le reste du monde. Et on voit que cette capacité à aller chercher des marchés étrangers pour se développer et pour grandir, bah, c'est une des forces de Vinci dernièrement, parce que les chiffres d'affaires aujourd'hui, il est plus important ailleurs qu'en France, donc dans le reste du monde par rapport à la France. On le voit ici, 39 milliards contre 29 en France. Et le basculement, il s'est fait hein, autour de 2022, parce qu'avant 2022, on avait toujours la France qui rapportait plus d'argent que le reste du monde. Et depuis 2022, bah, on s'est beaucoup développé ailleurs et on gagne de plus en plus d'argent. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on n'est pas uniquement focus sur le marché français. Et donc, quand le marché français va mal, bah, finalement, Vinci va mal. Alors que là, on est plus globalisé, on est plus mondialisé et on a la capacité hein, d'avoir des marchés tout autour du globe. Et ça, c'est une force aussi. Hein, c'est un peu comme une diversification. C'est ne pas être tributaire d'un seul secteur géographique. Chiffre d'affaires du groupe français de construction et de concession Vinci selon la zone géographique. Donc, on l'a vu. Hein, avec la France, mais surtout les autres pays qui deviennent de plus en plus importants. Alors évidemment en Europe, Royaume-Uni, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis en Europe, mais bon, ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais ça fait quand même une grosse part. Et puis aussi Amérique du Nord, forcément, Allemagne, Amérique centrale, Espagne. Donc on voit qu'on n'a pas tous les autres pays d'Europe. Hein. Il y a notamment Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Donc en Europe, toujours très fort, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc c'est ce qu'on disait sur la capacité à être présent un peu partout sur le globe. Océanie, Afrique, Asie, Moyen-Orient, donc on a les stats. Alors là, c'est une petite stat sur les entreprises préférées du secteur génie électrique. En construction, ils ne sont pas premiers, mais j'ai voulu axer un peu plus sur l'électrique parce que ça me semble être le moteur prochain de Vinci. Et alors c'est une enquête qui a été faite sur près de 20 000 salariés, hein, notamment dans le secteur génie électrique et thermique en 2024. Et Vinci revient premier. Donc c'est quelque chose qui se développe et qui se développe bien. Parce qu'on loue la qualité de Vinci et de Vinci Énergie surtout. Devant ProxyServe, Schindler et SPIE. Donc c'est un gage de qualité aussi ce qu'est en train de faire Vinci. Là j'ai mis alors j'ai pas mis tout l'article parce que c'était pas la peine, mais surtout c'était pour rappeler un peu ce que fait Vinci dernièrement. Donc je vais lire. La branche énergie du groupe est passée d'un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros au début des années 2000 à 26 milliards l'an dernier. Donc c'est ça, c'est ce développement énorme sur la capacité à devenir un énergéticien qui est intéressante. Le dernier coup de maître a été le rachat en 2021 du constructeur espagnol ACS, regroupé dans la filiale Cobra IS, hein, un virage stratégique, une diversification géographique vers l'Amérique latine et l'entrée possible dans la production d'énergie renouvelable. Donc c'est ça le futur de Vinci, c'est sa capacité à toucher un peu tout le globe avec l'énergie décarbonée, les énergies renouvelables. Et ça, c'est un marché super porteur qui devrait rapporter à moyen terme la majeure partie du bénéfice de Vinci. Alors on va voir, avant de revoir un peu les chiffres et les données fondamentales sur Vinci, le PER. Est-ce que c'est cher actuellement d'acheter Vinci? Bah, pas tellement, parce que la moyenne ici sur 5 ans, on le voit, elle est environ à 20. Et on est autour des 12, car 14 ou 12 hein, sur cette année, et puis éventuellement 2024. Ça a peut-être baissé avec le cours qui a baissé également. Donc on est plutôt sur un PER intéressant pour investir sur le long terme sur Vinci. On a connu des price earning ratio beaucoup plus élevés. Et là, finalement, c'est peut-être intéressant.
Au niveau de la visibilité, qu'est-ce qu'on voit? Alors évidemment, Covid-19, hein, on a baissé. Ensuite, on est bien reparti. En gris, hop, je vous montre bien le chiffre d'affaires qui progresse. La visibilité, on le voit continuer de progresser. Donc c'est ça, hein, c'est les histogrammes. Le résultat net en vert, bah, c'est ici tout petit, hein, forcément, bon, on n'a pas une marge énorme, mais on voit quand même qu'on a une certaine visibilité intéressante, et surtout la marge derrière, qui elle progresse, et on va le voir encore avec d'autres chiffres. On a également une bonne visibilité, hein, sur la marge. Alors cette année, un peu moins bien, mais sur les prochaines années, notamment 2025-2026, on vise des marges records sur Vinci. Les prévisions des analystes notamment, ils sont pour la plupart à l'achat, hein. Alors il y en a que un sur 21 qui est plutôt baissier. Et encore, on le voit sur les 109. La plupart, hein, voient Vinci au-delà des 120. C'était le plus haut acté dernièrement, et même 130, 140. Alors bon, les analystes sont pas toujours n'ont pas toujours raison évidemment, mais ça donne quand même une idée de ce que pense le marché de Vinci, et surtout la grande majorité qui voit quand même Vinci largement haussier dans une prévision à 12 mois. Et enfin, alors là j'ai mis, j'avais pas le graphe sur l'année, j'ai mis juste après la dissolution, ce qui fait que déjà on voit que Vinci sous-performe son secteur, hein, le CAC Industrie. On a le cours de Vinci en rouge et en bleu celui de son secteur. Et ça aurait été encore pire si on avait pris l'après-dissolution, parce que là c'est avant dissolution, parce qu'on a eu une grosse baisse. Donc là c'est quelque chose qui est encore marqué, alors qu'on n'a pas eu cette baisse de dissolution. Donc on voit quand même une sous-performance par rapport au secteur qui devrait être corrigée, je pense, ces prochaines semaines. Allez, on va regarder maintenant un peu quelques chiffres sur la valeur, hein, sur Vinci, avant de voir les graphes. Et notamment donc le PER. Alors le PER, là aussi, il est un petit peu au-delà de l'industrie. Alors l'industrie, c'est un peu compliqué, parce que est-ce qu'on le met en énergéticien, est-ce qu'on le met en construction? Actuellement, c'est plutôt construction. Mais là aussi, c'est une valeur un peu hybride. Donc, pas facile forcément de comparer avec d'autres valeurs. PER, il n'est pas énorme, mais il est encore pire parce que justement, ça se base sur les chiffres 2023, avant la baisse, hein, due à la dissolution notamment, et aux craintes de désengagement et de nationalisation sur les concessions. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. On a aussi le PEG, hein, qui est très bas, mais comme le secteur. Ce qu'on pouvait voir, oui, c'est les résultats qu'on a déjà vus, hein. Ici, 40 milliards pour aller sur les 69 milliards. On le voit ici en rouge, donc c'est le chiffre d'affaires. Et derrière, c'est pareil, hein, les résultats nets qui augmentent. La trésorerie aussi, on l'a vu, hein, qui va très bien. Et les résultats bruts. Et surtout, moi, ce que je voulais voir, c'est ça, c'est les marges. Et les marges sont plutôt intéressantes, avec évidemment, hein, le Covid-19 qui a fait chuter un peu tout le secteur. Et derrière, la marge d'exploitation qui m'intéresse particulièrement, et qu'on espère souvent entre 10 et 20. Ça dépend des secteurs, mais c'est plutôt quelque chose d'intéressant à viser. Et là, dernièrement, on est revenu au-delà des 10%. En 2022, on était à 10. 2023, on est à 11,5. Et on a vu la visibilité tout à l'heure qui devrait s'améliorer sur les marges. Donc là aussi, à la fois un chiffre d'affaires qui augmente, des marges qui augmentent. C'est plutôt intéressant aussi pour la capacité à générer encore de plus en plus de bénéfices et de trésorerie. Donc largement favorable aussi sur ce point-là. Les rentabilités. Alors les chiffres de rentabilité sont pas énormes. On sait que dans la construction notamment, c'est pas le plus important. Mais avec le secteur énergétique, ça devrait aussi améliorer, hein, notamment les ROE, les ROA, qui sont sous les 20%, mais qui n'ont jamais vraiment fléchi, même avec le Covid-19. Hein, on n'a pas eu des chiffres catastrophiques, parce que ça s'est maintenu, hein, entre 1 et 5%, alors que bien des secteurs étaient même dans le négatif. Donc on voit quand même une certaine stabilité. Le price to book, alors c'est pas une valeur massacrée non plus, hein, on est à 2, 2,25, 2,30.
On capitalise plus que les capitaux propres, c'est normal. Mais c'est pas énorme non plus hein, pour une valeur qui me semble intéressante. Et la dette, alors on l'a vu hein, avec alors là c'est la dette longue hein, par rapport aux capitaux propres. On a vu tout à l'heure par rapport aux actifs, où on est quand même plutôt bien géré. Covid-19 évidemment avec la dette qui a explosé, qui était plus importante que les capitaux propres, et maintenant on est revenu au-dessus. Évidemment, hein, actif contre passif, l'écart ça représente les capitaux propres, donc c'est ça hein, l'écart en jaune. On peut le remontrer, notamment, c'est ça. Donc les capitaux propres, c'est l'écart entre les actifs et les passifs ici. Et enfin, alors émissions d'actions, il y en a eu quelques-unes, notamment justement après le Covid, mais c'est pas forcément énorme. On le voit sur le graphe ici, 563 milliards, 575 milliards. Donc en termes de pourcentage, c'est pas une dilution énorme. Derrière, on est passé à 570 et on remonte à 575. Donc vraiment, c'est des ajustements. Hein. C'est passé 2020-2021 qui était déjà pas énorme. Il n'y a pas de grands changements sur le nombre d'actions en circulation. Alors évidemment, on préférait un programme de rachat d'actions et voir des actions un peu moins nombreuses. Mais pour le moment, il n'y a pas trop de catastrophes, je pense, sur ce niveau-là. Et enfin, le dividende, la bonne nouvelle, parce que on le voit hein, sans interruption depuis des dizaines d'années. Et malgré le Covid, on a continué à donner du dividende. On l'a baissé un peu. Hein. On était à 2,71 €, on est passé à 2,50 € en 2020. Mais après, on a continué la progression pour un rendement qui est aux alentours de à peu près 3-4%. Ça dépend du cours, évidemment. Mais c'est plutôt, alors c'est pas énorme, mais c'est correct et surtout c'est continu. Donc là aussi, la capacité de la valeur à générer des profits et à les rendre à ses actionnaires est plutôt intéressante. On va regarder maintenant le graphe sur Vinci. Donc là, on a le Covid-19, le retour. Les plus hauts ici, début 2023, la petite conso. Le plus haut en 2024, on l'a atteint. Alors, février, on n'était pas loin. Mars aussi. On retape les 115 au mois de mars. Et puis finalement, au mois de mai, on met le plus haut sur Vinci. On baisse un peu. Et puis là, catastrophe, dissolution avec l'ERN qui gagne pas, mais qui arrive en tête hein, sur la plupart des élections. Et puis la peur, parce que dans le programme du Rassemblement national, on avait notamment hein, nationalisation des concessions. Quelque chose qui a peu de chances d'arriver parce que ça coûte cher et parce que l'État a pas trop d'argent. Hein. Donc, on l'a vu dernièrement aussi avec les projets de loi de finances. C'est quelque chose qui a très peu de chances, voire aucune chance d'arriver. Et s'il y a un désengagement, il ne se fera pas du jour au lendemain et ce sera assez compliqué. Donc pour l'instant, même sur ce secteur concession, on est plutôt confiant. Et il y a eu une décote qui me semble largement injustifiée et excessive sur Vinci. Ça, c'est pour la concession. Pour la construction, on voit que le stimulus chinois est en train de prendre un peu, que les États-Unis sont résilients. Et finalement, avec la baisse des taux directeurs, notamment des banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, on a également une construction qui devrait repartir. Parce que là, on est sur le bas. On l'a vu notamment, alors je crois que c'est cette semaine sur les PMI construction. On est un peu bas, un peu partout. Mais malgré ça, on est plutôt en position de rebond finalement, parce que la construction est sur des niveaux bas, prêt à repartir. Donc si ça repart, ça va faire remonter le titre. On a peu de chances de dégrader encore une tendance qui est déjà pas à l'arrêt, mais presque. Donc c'est ça, on a eu cette peur concession, le domaine un peu construction qui devrait repartir, donc plutôt positif aussi. Et enfin l'énergie, avec le secteur énergétique qui est en plein boom, notamment sur l'énergie renouvelable et l'énergie décarbonée. Et on a vu les investissements faits par Vinci et le développement qui est en train de prendre une plus en plus de parts de marché, à la fois au niveau global, mais aussi au niveau interne, donc de plus en plus d'importance pour Vinci.
Et là, ça pourrait aussi faire décoller le titre. Donc finalement, ces trois secteurs, on a plus de chances de les voir décoller et repartir que d'avoir des mauvaises nouvelles qui sont pour la plupart déjà arrivées et déjà pricées dans le cours. Donc dissolution ici, on revient sur autour des 100. Un peu en dessous parce qu'on est descendu sur les 96, mais on voit que sous les 98-96, c'est racheté à chaque fois. On le voit ici au mois de juin. Fin juin, c'est racheté. On y revient au mois d'août, c'est racheté sur les 98. On y revient ici au mois d'octobre, au mois de novembre, et puis plus dernièrement ici avec quelques mèches, fin novembre, début décembre, c'est racheté aussi, avec un petit pic de volume intéressant. Pas énorme, mais il existe, il était encore plus fort, on le voit forcément sur les grosses ventes post-dissolution, mais là, il y a une grosse progression, notamment sur les 3 dernières journées, et la capacité à revenir au-delà des 100 €, qui est un support intéressant, hein, c'était 99-100, c'était ici qu'on avait cassé un peu notre consolidation, notre moyenne à 200, et relancé le titre pour repartir. C'est cette zone-là qui avait été rachetée, et donc on revient au-delà des 100 €, et on casse aussi la moyenne à 20 jours. Techniquement, c'est intéressant. On passe 2 journées. Hein, on a clôturé 2 fois au-dessus de la moyenne à 20, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'octobre. Pour, je pense, acter la fin de la baisse et le début de la construction vers quelque chose de positif. Le retournement, il n'est pas encore acté. Ça va mettre un peu de temps. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. Pourquoi? Parce qu'on a déjà techniquement ici, hein, alors je l'ai mis sur les 110, mais le gap il était là sur les 109, 109.7, il a été comblé ce gap. Donc déjà on a fait techniquement le comblage de gap baissier dû à la dissolution. Ensuite il y a tout le travail de vente qui se fait, hein, et une fois qu'il n'y a plus de vendeurs, on revoit les niveaux qui sont achetés. Donc on a ce phénomène, hein, on peut marquer comme ça, avec on va chercher le haut, on revient sur les supports et ensuite on recasse. Moi, je trouve ça plutôt intéressant techniquement. On est également dans le négatif depuis un moment au niveau de la MACD. Au niveau du RSI, on est plus ou moins neutre. Et on voit qu'on n'est même pas allé sous les 30. Alors évidemment, après l'annonce de la dissolution, on descend sous les 30, c'est la panique. On revient. On est en train de construire et les zones de consolidation, hein, de dégradation, on frôlait les 30, mais on n'est jamais allé dessous. On le voit ici, on est à 31. Donc il n'y a pas eu de panique derrière. Il y a eu des rachats sur des niveaux assez bas au niveau du RSI, sur des niveaux bas au niveau de la MACD. Il y a des volumes qui reviennent. Et je pense que cette période-là nous indique aussi que on n'est pas passé dans une période de panique où on a survendu le titre. Et que le récent rebond ici, avec le CAC 40 et aussi la saisonnalité du CAC 40 qui est intéressante, notamment en décembre, devrait faire repartir le titre. Court terme, long terme, je pense que les deux sont intéressants. Long terme évidemment, et puis même maintenant, hein, sur des niveaux qui sont achetés à chaque fois au-delà en deçà des 98. Donc là on est assez proche au niveau des 101. Donc je pense que sur Vinci, moi je suis plutôt largement favorable. Et c'est une des valeurs que je trouve injustement décoté sur le CAC et qui a une capacité à la fois à être très solide financièrement, avoir des bons fondamentaux et qui a subi une décote un peu injuste et excessive dernièrement. Et avec la visibilité qu'on a, il y a de grandes chances qu'on aille performer en 2025 au-delà des 120, hein, l'objectif 130, 140, on verra. On est autour des 100. Donc c'est facile à faire, hein, comme calcul, le pourcentage 20, 30, 40%. Peut-être à l'été 2025. Donc moi, je suis très favorable sur Vinci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos avis, vos questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.